Un éclat de soleil, la vie naît sur Terre, ou plutôt d'abord dans la mer. Première palpitation, premier battement de cils des êtres planctoniques. Doucement, les formes changent. Des continents basculent, dérivent. Des terres se rapprochent. Depuis Madagascar, l'Afrique, l'Australie, la mer porte les plantes sur la terre. Les mousses arrivent par la voie des airs, accrochées aux pattes des oiseaux ou portées par les alizés. Un immense brassage s'organise. Gilles Clément, un peu botaniste, paysagiste de renom, suit avec attention ces mouvements. Je dis plus volontiers que je suis jardinier s'il s'agit de me définir. Je préfère dire ça que paysagiste, je préfère dire ça que intervenant sur l'espace, architecte, je ne sais pas trop quoi, parce que le jardinier, c'est celui qui travaille avec ses mains, donc il est dans la terre. Moi, je fais ça sur mon propre jardin, mais c'est aussi celui qui réfléchit sur les êtres vivants qui sont en présence. Et c'est ce que je fais aussi. Depuis l'aube du monde, l'homme tente d'enfermer, de protéger les meilleures et les plus belles plantes. Avec l'accélération des voyages, l'homme a exploré à peu près toute la surface de la Terre. Il est devenu jardinier de la biosphère, le nouveau jardin planétaire. Et quand on a énoncé le terme jardin planétaire, ben finalement, on responsabilise le passager du vivant. Alors voilà, c'est l'humain sur sa planète. On le responsabilise comme un jardinier se rend responsable de son territoire, de son propre jardin. Le passager de la Terre, l'humanité. Près de l'étang Saint-Paul, avec le botaniste réunionnais Roger Lavergne, Gilles Clément repère les origines des plantes. Là, il y a la renouée du Sénégal. Hein. Oui, la renouée du Sénégal. Le papyrus du Nil. Ah, le papyrus, il ressemble au papyrus du Nil, mais il fait partie de la végétation indigène. Il est indigène, lui. Il était là avant que l'homme n'arrive et vienne s'installer plus ou moins là sur les berges de l'étang de Saint-Paul. Ça, alors à La Réunion, on l'appelle, quand il y a des petits fruits rouges, on appelle ça prune malgache. Ah voilà, oui. Seulement, si on prend son nom scientifique, Flacourcia indica, on se rend bien compte qu'elle n'est pas originaire de Madagascar, mais de l'Inde. Donc en fait, on a plusieurs continents qui sont déjà présents. Un peu d'Afrique, un peu d'Inde, un peu d'Amérique, en quelques mètres carrés, plus les plantes de la Réunion. Voilà, j'ai eu un fruit. Et c'est très joli, ça. Très, très beau. Hein. Ça, c'est vraiment magnifique. Ça flotte à merveille. Et ça, ça fait un bateau, en fait. Il y a même une quille. Presque, oui. Voilà. Elle flotte très, très bien. Oui. Elle est orientée, quoique elle s'oriente aussi dans l'autre sens. Mais enfin bon, c'est un bateau qui peut se retourner dans tous les sens. Les plantes sont des grandes voyageuses depuis toujours. Elles ont mis au point des systèmes. Il y en a qui flottent, il y en a qui sont tellement légères et tellement armées pour voler dans le vent avec des systèmes comme des parachutes qu'elles peuvent aller très 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 loin. Il y a des ouragans qui peuvent les faire monter très haut, des vents horizontaux qui les font porter très loin, puis elles redescendent. Et c'est comme ça que les plantes voyagent. Mais de toutes les façons, elles se déplacent et c'est une erreur de penser que les végétaux, sous prétexte qu'ils ont des racines, seraient tout le temps figés.
fleurs mettent en... Alors, l'île de la Réunion, c'est un volcan. Donc il est sorti il y a entre 3 et 5 millions d'années, on ne sait pas trop. Ce volcan, il y a une partie active qui est là, puis il y a 3 cirques qui sont comme ça. Et à peu près, ça fait entre 2002 et 3000 mètres d'altitude. Ce qui fait que toutes les plantes qui poussent entre 0, voilà, ça c'est le niveau de la mer. Et puis la hauteur, elles sont découpées suivant des climats et qui sont par étages, comme des piles d'assiettes, presque parallèles entre elles. À chaque changement d'altitude, nous rencontrons un petit bout de planète avec son climat spécifique et ses espèces végétales propres. C'est un biome. Et le plus haut, où c'est le plus froid, ça correspond au climat tempéré. Alors ça, c'est le biome européen. Intermédiaire, c'est le biome de la Réunion. Après, on a les biomes subtropicaux de la région américaine et africaine, confondus. Et puis des biomes subtropicaux secs des régions australiennes et américaines vers le bord de la mer. Et en étudiant la route, qui est la route du Maïdo, qui est une route touristique qui tourne beaucoup plus que je ne le représente, elle fait comme ça, je me suis aperçu justement qu'on pouvait rencontrer toutes ces zones continentales, toutes ces flores et finalement toutes ces zones climatiques par le monde. Ça, c'est vraiment un exemple du brassage planétaire qui est remarquable parce qu'il est presque complet, tous les continents sont représentés. Au niveau de la mer, l'Australie. La strate du niveau de la mer ici, à l'île de la Réunion, c'est représenté très bien par les casuarinas, les philaos. Pourquoi? Parce que cette plante, elle est commode, elle a été importée, elle est australienne, donc on a un petit peu un paysage d'Australie. Elle arrive à pousser dans des sols, y compris un petit peu salés, résister au vent, résister aux ouragans. Il y a très peu d'espèces qui peuvent pousser dans ces conditions-là. Il se trouve que les philaos sont grands. Ça marque le paysage. Par conséquent, si on ne voit pas des cocotiers, on voit plutôt ça, eh bien, on n'est plus sur un rivage tropical anodin, on est en Australie. Entre 20 et 300 mètres, un petit morceau d'Afrique, la savane. Donc on est ici sur une des zones les plus basses de l'île et surtout les plus sèches, qui est occupée par de la savane herbeuse, qui est un produit de l'histoire de la colonisation de cette île. On sait que notamment les Portugais, au début du XVIe siècle, ont déposé à terre des chèvres, des cochons, comme réserve de viande sur pied. Et ces animaux ont certainement contribué, les premiers, à détruire la végétation forestière qui était en place. Jacques Tassin est chercheur au CIRAD, le Centre d'agronomie tropicale. Il a travaillé avec Gilles Clément sur l'inventaire du jardin planétaire réunionnais. Il connaît tout des sols et des plantes venues d'ailleurs. Autrefois, on cultivait du coton ici, puis des cultures vivrières. Le paysage a bien dû changer depuis. Aujourd'hui, cette zone est mise à feu par les pasteurs. Les arbustes ont disparu et à la saison des pluies, c'est un immense gazon tout vert. C'est une île qui a une douzaine de microclimats et celui-ci correspond à une zone tropicale qui amène la savane. On voit dans ce paysage-là des petits arbrisseaux épineux qui sont des mimosas d'origine africaine et qui sont probablement arrivés ici d'une manière très involontaire, mais par les hommes, parce que leur graine ne permet pas de voyager.
Ce sont des plantes qui ne viennent pas d'extrêmement loin, puisque c'est le continent africain. Enfin, elles ne sont pas indigènes. C'est infernal. Attends, parce qu'après, il y a le doute qui arrive là-bas. La route du Maïdo. Depuis la pointe des Aigrettes jusqu'à Saint-Gilles-le-Haut, on passe à 300 mètres d'altitude. Dès le XVIe siècle, c'est là que l'homme a introduit des fruits et des légumes, puis des cultures de rapport comme les épices, le café, le coton. À Chapelle-Pointue, sur le domaine de Vilaine, les plantes sont acclimatées à l'altitude et aux brusques sautes de climat. Pas mal, ça. C'est même mieux. Fantastique, c'est fantastique, ça. Le regard de Gilles Clément est toujours étonné. Quand il découvre un nouveau paysage, il photographie, dessine, s'imprègne des lieux. Seulement après, il s'informe et étudie. Je trouve que c'est un paysage qui est très beau parce qu'il y a une convergence des gris. C'est un paysage où il y a très peu de vert. Le vert végétal le plus classique, c'est le vert des fourcroyats, qui est un vert jaune. Et sinon, les agaves sont bleues, les troncs sont gris, les feuilles d'eucalyptus sont toujours un peu glauques. Et finalement, on a une ambiance très spéciale, hein, qui est méditerranéenne d'ailleurs. Un peu plus haut, quand on monte toujours le long de cette route, on arrive dans la zone habitée. C'est à peu près cette zone justement qui est climatiquement très agréable. Il y a le village du Guillaume, Saint-Gilles-le-Haut, le Guillaume, et il y a des possibilités de culture. Donc là, se sont installés des hommes traditionnellement. La canne à sucre, bien entendu, c'est la couronne de culture de la canne à sucre, mais aussi d'autres cultures. Et aujourd'hui, et c'est ça qui est touchant, c'est le lieu d'habitation des Réunionnais, d'une population ancienne, bien qu'elle ne soit pas très ancienne, puisque l'île n'est colonisée que depuis 400 ans, mais il y a des souches culturelles différentes, avec des jardins. Et la caractéristique, alors là c'est un brassage énorme, qui est d'origine culturelle. Ça c'est un paysage très anthropisé, marqué par l'homme, avec des plantes de toute espèce d'origine, parce qu'elles correspondent à la nécessité d'usage de ces gens qui habitent là. Ainsi, la richesse du brassage ethnique renforce celle du brassage naturel des plantes. Africains, Indiens, Malgaches apportent avec eux leurs repères végétaux, pour la religion, la cuisine ou la beauté. On est près d'un hôtel ici, un hôtel Malbar, où il y a un culte. Et bien juste à côté, il y a toutes les plantes qui sont des plantes absolument exotiques, importées pour pouvoir servir ce culte précisément. On a le bananier, dont les feuilles servent pour transporter des choses et qui doit servir certainement aussi pour les offrandes. Le palmier bambou, l'étagette, c'est-à-dire les œillets, non pas d'Inde mais Malbar. Tout ça, ce sont vraiment des plantes qui sont apportées ici volontairement, absolument volontairement, et qui tiennent à la culture hindouiste. Les Indiens d'origine tamoule représentent 20% de la population. Ils ont conservé les rites de l'hindouisme et au premier jour du carême, qui dure 18 jours, ils allument des feux. 7 essences de bois et 7 sortes de graines sont offertes aux flammes et aux dieux. Aussi, dans les jardins des temples, les moines tentent de faire pousser les plantes nécessaires au culte. Soigné à Doyanoda nous accueille dans son ashram. Une trentaine de plantes venues d'Inde et d'ailleurs
tentent de survivre malgré la sécheresse. Vous connaissez cette plante-là? Ça, c'est un jasmin. C'est pas un jasmin, justement, c'est un faux jasmin, parce que ça n'a pas de parfum. Ça n'a pas de Je crois parfum. que ça s'appelle un Tabeanae montana. Jepoun, il l'appelle là-bas, le Jepoun. Alors donc le frangipanier est utilisé aussi dans les rituels, de par son parfum, c'est un parfum quand même assez agréable, et aussi par la couleur blanche, qui est symbole de pureté dans l'hindouisme. Et la fleur blanche et les couleurs blanches, la couleur blanche est utilisée principalement pour le dieu Ganesh, le dieu Shiva et la déesse Mariamman, qui est une déesse typiquement du sud de l'Inde, des Tamouls principalement. Alors, les œillets d'Inde, surtout dans le sud de l'Inde, ont une mauvaise réputation parce qu'en général, on décore les morts, mais tandis que dans le nord de l'Inde, les œillets d'Inde sont utilisés partout, dans tous les temples. Et à La Réunion, à l'heure actuelle, il y a un débat dans les temples, à savoir est-ce qu'il faut utiliser ces fleurs ou pas. Donc, à mon avis, ce sont des fleurs qui sont parfumées, et d'ailleurs en hindi, ça s'appelle gandha, gandha qui veut dire parfumé. On est au Guillaume, là. On arrive au Guillaume, non? Venus de Zanzibar, du Mozambique, de l'ouest de l'Afrique, Noirs puis créoles ont planté leur jardin plein de fruits et de fleurs. Ils y ont aussi introduit ce qu'ils pouvaient ramener de la forêt. Les plantes à tisane, la citronnelle, le fleur jaune, l'ayapana pour la médecine ou pour les rites. Oui, moi j'aime beaucoup ces petits jardins-là parce que je trouve qu'ils ont du charme. Ils ont du charme et même si esthétiquement on peut trouver qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, et ça c'est vrai, ils ont quelque chose de juste, là encore. On se dit que les plantes ne sont pas là par hasard. Ouais, hier on est passé, c'était un jour calme. Hein. Il n'y avait pas la tronçonneuse, il y avait encore les branches de l'arbre ici, ça a complètement changé le paysage. Et ça, enfin bon. Qu'est-ce qu'on peut faire comme connerie dans la vie quand même? Alors là vraiment, ça n'a plus l'air de rien, quoi. C'était joli hier. Et puis plouf. Ben voilà, ils enlèvent les branches d'un côté de l'arbre. Alors il est complètement déséquilibré alors qu'il y avait une harmonie. Et puis ça se répondait en plus, cet arbre il allait chercher l'autre côté où justement il y a la fresque, enfin c'était bien. Suivons la route. Toujours plus haut, les pionniers réussissent à implanter le géranium rosa, dont la culture suit le rythme des subventions. Alors juste au-dessus de cette espèce de couronne très habitée, qui est climatiquement agréable, il y a un peu plus une zone de nuages. Elle correspond aujourd'hui, pour l'île de la Réunion, à une zone où la flore indigène a bien résisté. Il y a quand même là aussi un brassage planétaire qui vient d'une activité de plus en plus sporadique, mais qui a quand même existé, du travail de l'homme sur son sol, avec en particulier des cultures de géranium. Et à partir du moment où la terre a été retournée, eh bien, les plantes secondaires, exotiques, souvent arrivent, et c'est le cas de la vigne marronne. Elle arrive d'Asie et envahit tout, comme les acacias importés d'Australie, qui dans les Hauts de Petite-France servaient à entretenir les feux de distillation des géraniums. Aujourd'hui, ils sont devenus inutiles, on ne les coupe plus. Et quand on arrive à la route forestière, domaine de l'ONF, on ne voit qu'eux. Ils envahissent la forêt naturelle au détriment de l'arbre local, le tamarin. On est entre 1200 et 1500, 1700. Même un petit peu plus, parce qu'on peut dire que jusqu'à 1800 et 2000, il y a encore la forêt qui continue, la forêt indigène à Tamarin.
qu'on appelle le tamarin des hauts, qui est un acacia aussi d'ailleurs, et qui est là très présente. Ah voilà, c'est l'arbre. Le tamarin, il s'appelle Acacia heterophylla. C'est l'endémique de la Réunion, alors quand même. Ça veut dire qu'il y a deux feuilles différentes, qu'il y a des feuilles différentes heterophylla. Là, au moins, c'est descriptif, on sait à quoi s'en tenir et on se rappelle pourquoi et comment il s'appelle. Ça a du sens, tiens, voilà. Ça, c'est pour le musée, hein. C'est Oui. pour le musée du Maïdo. Il y a même des bambous qui ont poussé là, mais ils sont morts. Il y a une autre peste, là, c'est un goyavier. Ah oui. Bruno Duazé a été l'élève de Gilles Clément à l'école de Versailles. Devenu quelques paysagiste, bruyères. il travaille à La Réunion, à l'Office national des forêts, et surveille la forêt de tamarin. Et alors ici, elle est gérée par le forestier et puis aussi par l'éleveur. C'est vrai qu'on a une belle pelouse et cette pelouse est entretenue par le pâturage. Vaca maïdoacée. Ouais. Non, mais je disais qu'il fallait sélectionner la vache. Pour faire une jolie, une jolie vache. La vache du Maïdo, il n'y en aurait qu'une au monde. Hein. Tout à fait. Elle serait ici, pour entretenir les sous-bois. Ils sont placides, hein. Les vacas placida. Elle est étiquetée. Là, tout de suite. Je peux regrimper à l'arbre s'il y a un problème. Le tamarin des Hauts est une endémique de La Réunion. On ne le retrouve que dans cet endroit du monde. Malheureusement, il est sensible au feu. Cette année encore, 1000 hectares de forêt viennent de brûler. Et derrière le feu, c'est inéluctable. Une autre végétation prendra la place. C'est ainsi qu'au sommet du Maïdo, partout s'étend la jonc d'Europe. Personne ne sait comment il est arrivé là. Alors, ce qui est intéressant au Maïdo, en fait, c'est ce qu'on appelle en malgache le grand brûlé. Alors, le grand brûlé, c'est vraiment ces grandes plaques de lave qui restent à nu. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est comment la végétation a pu investir ces lieux. Alors, c'est vraiment un endroit très intéressant parce qu'on retrouve le lichen là, qui rampe et qui, en fin de compte, est le premier à coloniser la dalle de lave. À 2200 mètres, au creux des failles, vont s'installer les bruyères. Elles formeront les landes ou brandes. Et puis les tamarins, que le vent et le froid ont transformés en bonsaï. Devant les brandes, les philippias, on a un ambaville qui, avec ses feuillages argentés. Alors on voit bien les jeux de lumière et de couleurs qui sont très intéressantes entre ces différentes... Alors il se trouve que c'est une zone extrêmement touristique, le Maïdo et surtout le Piton Maïdo, parce que les gens viennent là pour voir la vue sur le cirque de Mafate. Et c'est très vrai que quand on arrive au bord de cette espèce d'immense rempart qui dénivelle jusqu'à 1000 mètres de profondeur, on a une des vues les plus spectaculaires, les plus époustouflantes du monde. Il en existe peu qui ait cette force. Donc, c'est amené à recevoir de plus en plus de touristes. Et il y a des aménagements qui doivent s'y faire, ne serait-ce que pour qu'on puisse garer une voiture. Et c'est un véritable problème d'intégration, parce qu'on est dans la forêt indigène, parce que le regard porte loin, et que c'est difficile à caser, à organiser. Il n'est plus du tout entretenu, ce truc-là. Ça a été planté au début, je ne sais pas par qui d'ailleurs. Et c'était devenu le projet d'en faire un jardin public. Le jardin Tigean. Dès qu'il le peut, Gilles Clément rejoint, loin des touristes, cette zone de nuages. Il rêve de reprendre ce projet de jardin qu'il devait dessiner, en donnant, selon son style, juste un petit coup de pouce à la luxuriance naturelle des espèces, juste un mouvement. C'est une des zones que je préfère parce que on s'y sent encore possiblement dans la nature. Alors même si cette nature est complètement bouleversée, si elle est l'objet d'un véritable brassage, ça n'a pas d'importance parce qu'elle a son foisonnement, on y est immergé, on a quand même des découvertes. Donc ça a un peu toutes les caractéristiques du jardin.
Aujourd'hui, la route du Maïdo est de plus en plus soumise à la pression des hommes. Les déplacements s'accentuent, favorisent l'introduction des pestes végétales qui recouvrent toutes les plantes d'origine. Faudra-t-il multiplier les espaces de protection, les derniers lambeaux de savane ou de landes? Le jardin planétaire redeviendra-t-il une série de petits enclos artificiels?